Bienvenue au Polysécure, épisode spécial Umaco, 3e journée. Aujourd'hui, c'était la santé qu'on abordait, un sujet très intéressant. Je vais vous laisser vous présenter. Je vais commencer, même si tu es déjà présenté, juste te nommer pour dire que tu es présent pour les gens qui sont juste à l'oral. Puis on va descendre comme ça pour ceux qui ne sont pas présentés hier ou avant-hier. Bonjour tout le monde, et je suis ravi d'être là encore pour la 3e podcast. Et je m'appelle Grégory Alexander, je suis coporteur du projet Umaco et je suis doctorant en études de cinéma. Et surtout, je fais des études sur des cinémas de science-fiction et j'analyse la représentation de l'IA et des robotiques dans les films de science-fiction. Bonjour, merci beaucoup. Moi, je m'appelle Marie Armignot. Je suis doctorante aussi, mais en psychologie, et je travaille sur la charge mentale et la conscience de la situation et l'acceptabilité chez les chirurgiens lorsqu'ils utilisent des dispositifs numériques augmentés. Donc moi, je travaille surtout sur la réalité augmentée. Alors, moi, ce sera le 2e podcast, donc c'est Audrey Vermeulen. Pour ceux qui découvrent, je suis doctorante en philosophie sur la question de l'éthique de l'IA avec une approche de l'éthique by design, c'est-à-dire comment est-ce qu'on intègre l'éthique tout au long de la conception de l'IA. Et moi, j'ai une hypothèse qui est celle que les méthodes de l'intelligence collective peuvent vraiment permettre ce travail de l'éthique dans cette conception. Voilà, j'ai un passé à la fois de designer, d'architecte, d'entrepreneur et de facilitation de l'intelligence collective. Et de mon côté, donc, c'est Tamari Gamkrelité, je suis psychologue du travail et des organisations, également docteur en ergonomie. J'ai fait mes travaux de thèse sur l'IA et notamment sur le processus de conception, de mise en place et des usages et des transformations avec l'introduction de ce système dans les situations de travail. Et j'ai eu plusieurs études de cas durant la thèse. Il y a eu des études de cas donc, sur le travail des médecins, des avocats, des magistrats, avec un focus sur la radiologie également, et enfin sur un projet de conception d'un chatbot juridique. Je suis Hélène, médecin-chercheur et ergonome, et je suis ravie de pouvoir échanger sur ces sujets avec vous. Ça va être très agréable, c'est journée santé. Et ce qui m'a beaucoup marqué dans la journée d'aujourd'hui, puis plus les deux qui ont précédé, puis le mélange de tout ça, ce que j'ai vu dans vos présentations santé notamment, il y a comme cette idéalisation-là qu'on voit dans la science-fiction que l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, tout ça, va venir à terme remplacer l'humain. Puis il y a vraiment ce regard-là, puis on a vu des réactions dans la foule d'ailleurs qui étaient très soit en désaccord avec la responsabilité et tous ces éléments-là qui se placent. Donc un sentiment très fort, ce que j'ai perçu, que la machine est perçue comme étant remplacée de l'humain et non comme un assistant. Et fondamentalement, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup marqué. Puis je vais vous lancer là-dessus, puis interagir comme vous le sentez. Puis s'il n'y a pas assez de bûches dans le poêle, j'ai deux personnes qui vont m'aider. Puis moi aussi, on est 3 personnes dans des bûches dans le poêle. Fait que, allez-y. Je veux bien commencer parce que c'était vraiment l'objet de départ de ma thèse. Si je fais un petit peu l'histoire de d'où est-ce que venu le projet de thèse, c'était en 2019. Donc c'était vraiment là où il y avait un gros buzz avec tout le livre blanc, des rapports, de toutes les réflexions qui sortaient sur l'IA depuis des années un petit peu avant, et puis ça a duré aussi quand même quelques années. Aujourd'hui, ça poursuit, mais d'une autre manière quand même. La réflexion de base et qu'on retrouvait systématiquement dans tous ces débats, dans tous ces discours, c'était exactement ça, de se dire l'IA, est-ce que ça va nous remplacer, est-ce qu'on va disparaître, non, on va pas disparaître, ça va peut-être nous aider à être augmenté, à mieux travailler, à avoir plus de performance au travail, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce type de discours, dans ma première étude un peu empirique, où je suis allée voir les différentes professionnelles de tout le domaine, c'est tout de suite déconstruite. Ça a été déconstruit par ces gens-là en disant non, en fait, c'est un outil parmi d'autres. Et au final, sur le terrain, les gens ont quand même cette conscience que ça reste un outil
un système et ça n'a rien de magique et que ça va pas vraiment venir nous remplacer complètement, en tout cas pas aujourd'hui. Ça me fait penser à la prise qu'a présentée Eric tout à l'heure je crois que c'était l'éthique liée à l'IA, où il montrait qu'en fait, en tout cas, la recherche dans ce domaine-là, donc je crois que c'était de 2015 ou 2014 jusqu'à 2020, il y avait beaucoup ces idées-là qui ressortaient et que à partir de 2020 et jusqu'à maintenant, c'était comment est-ce qu'on replaçait, enfin c'est comme ça que j'ai compris, comment est-ce qu'on replaçait l'IA, enfin l'humain, comment est-ce qu'on faisait de l'IA qui était adaptée à l'humain. Enfin, je sais pas, j'interprète et j'ai l'impression que ce type de journée-là, c'est un petit peu je vais dire symptôme, on dirait que c'est négatif, mais c'est un petit peu la représentation de cette démarche-là qui émerge depuis 2020, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de présentations qui prenaient ce parti-là de replacer l'humain au centre de la conception de ces dispositifs-là. Peut-être, j'ai l'impression que tu mets le doigt sur le fait qu'on est en train de dépasser le fantasme. C'est-à-dire qu'il y a la question de fantasmer quelque chose, et tu pourras nous en parler parce que je crois que la SF est peut-être l'endroit de la production des imaginaires et des fantasmes, et que du coup la redescente qui est celle du confrontation réelle et au travail nous amène dans cette notion de ok, on a un désir fantasmé de comme ça va améliorer le monde, puisque en général on se projette dans des trucs positifs. On aime bien se projeter dans un truc qui va nous améliorer, même si là, pour le coup avec l'IA on a des projections qui ne sont pas que là-dedans. Et c'est ces doubles fantasmes négatifs et positifs sur lesquels il faut travailler. Peut-être que vous le rencontrez aussi dans votre confrontation justement sur le terrain, où vous voyez aussi les praticiens qui doivent avoir et le fantasme et le réel qui se confrontent à un moment donné. Alors, pour le coup, pour parler de virtuel et de simulation et d'outils, c'est vrai que, et je pense que c'est depuis 2012, la Haute Autorité de Santé en France a évoqué jamais la première fois sur le patient. Ce qui implique, pour le coup, d'arriver à s'entraîner. Et la simulation existe déjà depuis de nombreuses années, mais les outils actuels et ce que permettent les technologies permettent aussi d'aller plus loin dans le type de simulation qu'on peut proposer pour l'apprentissage, mais aussi avec ce qui a été proposé et présenté dans la journée. On s'aperçoit aussi qu'il y a des choses qu'on va pouvoir faire durant l'exercice. Maintenant, on est en plein développement de ces nouveaux outils qui ont besoin d'être testés, et on s'aperçoit effectivement, pour relier, qu'il y avait des choses qui avaient été projetées qui ne sont pas forcément si simples. Et pour le coup, peut-être que l'endroit où on a voulu amener ces technologies peut-être un petit peu trop loin, parce que ça peut avoir un impact aussi sur l'exercice du professionnel. Mais en même temps, il y en a d'autres qui vont avoir des avantages pour aider le professionnel à mieux découvrir ses propres ressources et à s'entraîner pour être plus performant dans sa pratique. Et il y a cette dualité d'être capable d'utiliser l'outil pour être plus performant et d'arriver à détecter les limites de l'outil pour pas que ça ne devienne une limite ou une vulnérabilité dans la pratique. Juste, et pour répondre à cette question-là, et aussi ce que vous avez dit, c'est que je suis d'accord que quand, surtout dans les films de science-fiction, quand il y a une nouvelle technologie ou quand il y a quelque chose qui nous fait peur, on imagine le pire des choses qui va nous arriver. Et je pense que aussi on avait cette impression que avec l'IA, avec la technologie qui arrive de plus en plus vite, c'est que ça sera le fin de notre travail, on va tous perdre le travail, on va perdre le sens de l'humanité, etc. Mais au final, je pense que c'est vraiment plutôt un outil pour nous aider à mieux faire notre travail, seulement si c'est bien utilisé. Je pense que évidemment il y a les bonnes façons de faire des choses et des mauvaises façons aussi, mais c'est très important que on garde bien sûr la conscience de ce qu'on fait pendant qu'on utilise l'IA, si c'est dans les endroits pour le travail, pour la vie personnelle, etc., pour l'art, pour créer l'art. On a parlé de ça hier.
c'est vraiment le plus important, c'est que nous, on garde la conscience de ce qu'on fait avec ces outils-là. Je voulais compléter par un élément qui me semble assez important, de revenir un petit peu aux années 80, et justement sur le système expert, en disant que finalement tout ce fantasme d'automatisation, de remplacement, de notre disparition au travail, etc., ça a toujours existé. Et quelque part, c'est quelque chose qui est très classique et normal, entre guillemets, de retrouver à chaque fois qu'il y a une nouveauté technologique qui apparaît et qui fait peur, qui est aussi nourrie d'une part par les médias, par la science-fiction, par aussi des livres et toute la production littéraire qui en suit souvent avec des titres un peu alarmants. Et si on revient à ces années 80, au final, avec les systèmes experts, on avait les mêmes promesses que ça aurait été des systèmes géniaux qui allaient nous aider à résoudre tous les problèmes. Et on s'est bien rendu compte que ces systèmes n'ont pas vraiment répondu aux objectifs qui ont été annoncés, que ce soit pour des novices ou des experts. Et ça s'était un peu retombé. On a parlé de l'hiver de l'IA. Donc, c'est important quand même de revenir à tout cela et de ne pas oublier que finalement, toutes les discussions, tous les discours qui ont réémergé aujourd'hui sur l'IA, on l'a déjà vécu d'une certaine manière il y a quelques années. Ouais, je vais rebondir là-dessus parce que ce qu'on appelle le système expert, c'est Excel. c'est la plus grande avancée technologique du système expert, c'est qu'on a mis Excel dans les mains de tout le monde. Donc, est-ce qu'on a vraiment un système expert dans les mains? La réponse est non. Est-ce qu'il a remplacé des gens? La réponse est non. On fait juste polluer encore plus nos organisations avec des chiffriers Excel qui sont à peu près partout. Puis ça, je trouve ça effectivement très comique. Puis j'ai l'impression qu'avec les AI, ça va être la même chose. Je voulais rebondir sur le volet de la prise en compte de l'humain. Parce que c'est vraiment ce que tu as présenté. Hélène en a fait référence. La place de l'humain est malheureusement pas regardée quand on amène ces technologies-là. Donc, puis ce que tu avais constaté, c'est cette surcharge cognitive. Au niveau des systèmes de réalité virtuelle, je pense qu'il y a déjà un corpus qui commence à être grandissant expliquant ça. Mais au niveau de l'intelligence artificielle aussi, il va avoir des conséquences de surcharge qui vont potentiellement arriver juste par le fait que ça augmente le niveau de stress, par exemple, de voir ça, les choses arriver. Oui, juste pour clarifier sur ma présentation, moi, j'ai pas trouvé de consensus justement en fonction, pour la charge mentale, en fonction, qui serait due ou pas au dispositif, justement parce qu'il y a une multiplicité énorme de dispositifs avec des fonctionnalités qui sont toutes très diverses et variées. Pour l'IA, j'avoue que je connais pas trop la littérature sur le sujet. Je pense que ça doit commencer déjà à être mis en place, mais je pense qu'il y a une vraie question et ça reboucle un peu ce dont tu parlais aussi, en fait, dès lors qu'on modifie l'activité, parce que ça me rappelle, j'ai participé en tant que spectatrice à une conférence qui a été menée à Nice sur justement l'IA, quel impact ça peut avoir, etc. Et c'était une journaliste qui parlait et qui disait un petit peu ce que tu dis en fait, quand il y a eu la radio ou quand il y a eu la télé ou quand il y a eu le journalisme sur le web, etc., il y a eu toujours, en fait, c'est comme un cycle éternel qui se répète, de dire oh là là, mais en fait, est-ce que ça va pas nous remplacer, etc. Et elle disait les seuls effets observables qui s'observent à chaque fois, c'est juste une modification de l'activité. Donc, c'est-à-dire que peut-être que l'activité journalistique, elle n'était pas du tout la même quand on travaillait sur tel ou tel support. Et pour revenir à la charge mentale, je pense que dès lors qu'on demande à des opérateurs, à des travailleurs d'adapter leurs pratiques, il faut voir si l'envie et la motivation, c'est motivé par eux et par leurs besoins et par leurs pratiques à eux, ou alors est-ce que c'est imposé et qu'ils doivent s'y adapter. Et je pense que la charge mentale, elle ne sera pas du tout impactée de la même manière selon comment ça arrive. Et là, pour le coup, je rebondirai aussi sur le type de situation et de pratique. Et ça me fait penser, ce que tu as pu présenter pour le coup ce matin aussi, aux aides cognitives.
En fait, quand on est dans une situation nominale où on maîtrise, rajouter des informations, et quelque part, ça va se surajouter à quelque chose qui pourrait couler de source et qui sera simple pour le praticien, pour le coup. Donc là, finalement, peut-être venir le gêner dans sa pratique, puisque c'est une pratique qu'il maîtrise. Par contre, quand on va être dans une situation un petit peu de crise, où les choses se passent pas comme il l'attend, comme il avait projeté, avec un déroulé qu'il avait anticipé, à ce moment-là, il va y avoir des émotions qui vont naître chez ce praticien, il va y avoir du stress qui va monter et une capacité de réfléchir qui va pas forcément être la même puisqu'il va dérouler tout un tas d'éléments. Et c'est là aussi où les aides cognitives peuvent être un appui pour revenir sur des choses qu'il va maîtriser, un petit peu comme le pilote dans son cockpit. Quand tout se passe bien, finalement, il n'a pas forcément besoin de différents systèmes d'aide. Mais quand les choses ne vont pas bien, on retombe sur la checklist parce que justement, c'est ce qui va permettre un retour au calme. Et toute la difficulté justement de ces nouveaux outils, c'est par rapport, il y a des besoins qui sont bien identifiés, il y a des besoins qu'il faut peut-être imaginer pour répondre à ce type de situation et arriver à se projeter sur les aides qui vont vraiment être pertinentes à un instant T dans une situation donnée. Je vais rebondir là-dessus parce que ça me fait penser au système de détection de fractures dont j'ai parlé aujourd'hui et cette idée où cet outil est très majoritairement décrit vraiment comme un filet de sécurité. Et dans ces situations d'un peu de fatigue et de détresse des médecins qui vont être un peu désemparés ou fatigués et d'avoir peur et ce stress de rater quelque chose sur les images. Et ils décrivent ce système comme quelque chose qui va venir les rassurer finalement dans ces situations de fatigue et de diminuer en tout cas leur stress ou leur perception du stress en tout cas. Mais à côté de ça, il y a quand même un risque de fausse assurance qui apparaît parce que finalement, ce système ont quand même des limites et dans ces situations de fatigue et de stress, ils doivent quand même questionner dans quelle mesure ils sont capables de finalement bien d'identifier la pertinence et la véracité de ce que fait le système. Donc, il y a les deux côtés en pratique qui se met en place et c'est pas toujours évident de bien se positionner sur ce continuum, de pas tomber dans l'excès, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ce que vous venez de dire me fait juste penser on a l'IA effectivement qui va venir peut-être remplacer certaines choses surtout et qui peut venir soutenir les moments de stress. On a aussi une approche qui est un peu différente, qui est presque l'inverse, où c'est l'humain qui reprend la main en moment d'urgence. C'est un peu le mythe dont on parlait l'autre jour sur les véhicules autonomes, où on laissait la possibilité, le bouton de reprendre la main, mais on se disait, voilà, le problème, c'est qu'il n'est pas dans la boucle de ce qui se passe avec le véhicule et que la reprise en main n'est pas si évidente que ça. Mais ça se fait quand même au niveau des pilotes automatiques dans les avions. C'est quelque chose qui existe. On a du pilotage automatique qui se fait dans un truc qui est peut-être pas ultra complexe, peut-être pas, mais il y a peut-être aussi des transferts qui peuvent se faire par observation de choses qui existent déjà, qui ne sont pas de l'IA. Et on se dit, tiens, il y a peut-être déjà de l'expérience humaine. Allons chercher des pilotes pour réfléchir autour de la table, parler avec les médecins en disant, nous, on utilise comme ça et ça peut aussi aider à l'adoption intelligente de nouveaux outils qui viennent comme ça et peut-être se dire, en fait, en cas d'urgence, est-ce que j'ai pas sinon besoin plutôt d'avoir le temps d'un autre chirurgien plutôt que d'une assistance. Il y a plein de choses qui peuvent s'imaginer sur ces cas d'urgence. Et tout à l'heure, je fais un rebond sur ce que tu me faisais penser, c'est qu'on a ce phénomène d'automatisation qui est poussé, qui sont des promesses techniques où en fait on gagne du temps, on gagne des espaces, on fait mieux, on fait plus vite. À qui bénéficie ce gain ? À quoi bénéficie ce gain de temps ? Est-ce que c'est du gain de charge mentale ? Et jusqu'à présent, j'ai pas l'impression que la technique nous ait ramené ça. Pas forcément, on pourrait même presque parfois se dire que c'est l'inverse. Le gain énergétique qu'on pensait avoir en améliorant le hardware de nos bécanes, c'est pas le cas, parce qu'en fait, on multiplie encore et ce phénomène. À qui bénéficie ce gain ? A priori, pour l'instant, c'est un gain financier.
C'est-à-dire que ça nourrit, ça nourrit une économie. Si on garde finalement le gâteau et si on automatise de plus en plus de tâches dans le travail, en fait, qu'est-ce qui reste et à qui ça bénéficie? En fait, c'est vraiment repenser à qui bénéficie vraiment le gain de quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a un vrai bénéfice de santé ou pas? C'est des choses qui se vérifient aussi. Enfin, voilà. Les bénéfices directs et les bénéfices indirects. Oui, mais puis c'est une question qui est quand même assez fondamentale parce que, puis encore là, on revient, puis j'aime beaucoup, puis je vais faire genre ça, science-fiction, le Jarvis dans Iron Man, dans Star Trek, l'ordinateur de bord, l'androïde qui est là, sont ou même Robbie aussi, tu parlais, que je connais pas parce que je l'ai pas vu, mais je fais des références que je connais un peu plus, qui sont des formes d'intelligence artificielle robots qui sont bienveillants, qui sont là pour travailler avec nous. Et j'ai l'impression que ça a une place très importante dans notre psyché, cet élément-là d'être supérieur qui nous accompagne. Donc, puis c'est un peu ça, là, on parle de vérifier si on a fait une erreur ou pas. Donc, cette espèce de personne supérieure, bienveillante, qui vient nous regarder. Puis en science-fiction, c'est des assistants comme ça qui sont représentés. Puis là, je vous relance la question. Oui, on n'est pas là. Puis peut-être qu'on n'y sera jamais non plus là. On fantasme dans la science-fiction, mais peut-être que ça n'existera jamais. Puis je veux voir votre point de vue là-dessus. Cette quête philosophique un peu sur l'être supérieur qui vient enlever le stress qui nous met ailleurs. Je pense que pour rebondir sur ça, je pense que c'est aussi une question de la condition humaine parce que, en fait, même si on ne parle pas des robots ou des choses qu'on anthropomorphise, on a toujours peur peut-être c'est juste c'est un vrai humain avec qui on travaille, on a toujours peur de quelqu'un d'autre de devenir plus supérieur de nous, surtout dans un domaine ce qu'on connaît bien. Donc, je pense que si c'est de l'IA ou un chat GPT ou même si c'est juste, par exemple, imaginez que vous êtes un professeur et vous avez un jeune doctorant qui est brillant et il y a toujours la relation, il y a toujours un sort de superiority complex avec ces deux personnes-là. Et je pense qu'avec l'IA, c'est juste en vrai la prochaine étape de cette complexité, ce qu'on a. Et aussi, il y a, dans la littérature, il y a aussi une question, une concept qui était crédité de Isaac Asimov, qui est The Frankenstein Complex. Et c'est qu'on a toujours peur de choses qu'on crée, de ce que nous créons. Et je pense que ça c'est sûrement dans la littérature, mais je pense que ça vient aussi un peu plus dans nos vies quotidiennes avec l'IA et avec l'anthropomorphisme de l'IA. Ouais. Ça me fait penser à une étude que j'avais lue justement sur ces systèmes numériques d'aide à l'activité chirurgicale. Et une des limites qui était apportée par les auteurs, c'était de dire, en fait, pour acquérir des données, alors c'était sur les complications ou les événements indésirables en chirurgie. Encore faudrait-il que les équipes les rapportent et les signalent de manière systématique. Et en fait, il y a il y avait un réel problème de reconnaître ces failles parce qu'on parle de besoins en fait on a parlé de multiples fois de besoins, mais en fait c'est compliqué aussi dans certaines situations de reconnaître que il y a des fois où on a failli et que peut-être qu'on aurait besoin d'une assistance dans certains cas, en particulier dans ces cas-là où il y avait tout l'aspect. Les auteurs disaient en fait, les chirurgiens gardent bien à l'esprit tous les aspects médico-légaux qui seraient liés au don, de ces données-là, quoi, à la récolte de ces données-là. Donc c'est un petit peu compliqué. Après, il y a un élément important que tu soulèves, c'est l'équipe, pour le coup. Et c'est pas la même chose de travailler qu'une personne individuelle travaille avec un outil
d'assistance et une équipe avec un outil d'assistance. En fait, comment on se crée, on va dire, la conscience de la situation d'équipe, comment on favorise les communications, parce que pour le coup, sur un usage d'un casque en situation d'urgence, entre autres, qui a été testé vraiment à titre expérimental, l'un des retours que j'ai d'une personne qui a pu tester ce casque, c'était « Oui, mais en fait, je vois le patient par l'intermédiaire d'un outil. J'ai plus ce lien direct déjà avec le patient. Et puis derrière, quand je dois discuter avec les personnes de mon équipe, etc., en fait, les membres de l'équipe visualisent aussi les expressions faciales. Donc ça donne une idée de l'attention, de s'il y a besoin d'interagir, s'il y a besoin, ces éléments, on va dire, d'aide. Ben, finalement, quand on a des dispositifs qui masquent tout ça, c'est aussi une perception modifiée des autres membres de l'équipe par rapport à son état et donc d'échanges aussi qui vont être perturbés. Donc c'est vrai que ces systèmes d'aide, quand on parle de travail d'équipe, comment on organise les choses, comment s'organise le travail en équipe, comment s'organisent les communications, comment on prend en compte tout ce qui va être comportement non verbal quelque part, qui finalement, on n'en est pas forcément conscient, mais on s'adapte les uns les autres et on s'entraide les uns les autres dans une équipe. Donc ces nouveaux outils, comment les intégrer dans ces problématiques de travail en équipe? Ça me fait penser aussi, je pense que c'est un super point parce que quand on travaille seul, on a beaucoup plus de charge mentale sur des tâches. Et c'est vrai que quand on divise les tâches entre une équipe, on se libère de nos stress et on arrive à faire des choses beaucoup mieux. Et je pense que c'est une super question parce que comment on peut continuer de travailler bien en équipe entre humains, mais aussi ajouter des outils technologiques pour nous aider, mais faire attention qu'ils ne nous remplacent pas ou qu'ils ne remplacent pas des autres personnes dans des équipes. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette question. Oui. Je voulais rebondir tout à l'heure, on parlait un peu de sorte de compétition, de supériorité des machines ou de systèmes. Ça me fait penser à un concepteur que j'avais rencontré, j'avais interviewé, et qui me parlait de ce phénomène, entre guillemets, des médecins qui ont tendance à entrer en compétition quand ils découvraient leur système d'IA. Donc, c'était sur la détection de fractures aussi. Hein. Donc, elle me disait, oui, au début, quand ils voient ça, ils veulent tester et ils veulent pas vraiment reconnaître que le système est performant, ou ils ont cette tendance à se dire que finalement, les médecins sont quand même meilleurs, ou chercher à des failles au système. Donc, il y a ce petit phénomène qui apparaît, en tout cas lors des tests. Bon, à confirmer, hein, je n'ai pas vraiment vu d'autres études qui vont dans ce sens-là. Mais ça rejoint un peu peut-être ce fantasme ou cette idée des humains de se comparer toujours aux machines et aux compétences et aux performances qu'on est capable d'avoir par rapport aux machines. Mais ensuite, en réalité, quand les choses se mettent en pratique, ce phénomène, pour moi, ça disparaît. Parce que quand on creuse et on regarde les pratiques réelles, c'est quelque chose qui n'y est pas vraiment, qui n'existe plus presque. Mais qui, justement, de ce que j'en comprends, qui fait basculer de l'effet laboratoire à le réel, ça va vraiment m'aider. Puis j'ai beaucoup aimé l'aspect, puis ça, je vais rebondir sur l'aspect de l'humanité des équipes. Puis il est très intéressant. Puis il y a eu des interventions là-dessus sur le fait que le réel d'un médecin en clinique, même en salle d'opération, ça avait été du côté de la réalité augmentée, le besoin de toucher, donc d'être un humain, du médecin ou du chirurgien est nécessaire dans sa fonction. Et de sa lecture, et ce que tu mentionnais justement, cette intelligence clinique ou cette intuition clinique est là parce qu'on va développer ça. Et là, c'est là où, et moi, je ne vois pas où la machine peut s'inscrire ou à quel point la machine va venir soit de devenir une aide, soit de devenir humaine aussi.
Et là, c'est l'effroi, c'est Battlestar Galactica, où il n'y a aucune technologie parce que les humains ont peur de la technologie, parce que les robots sont rendus des humains parfaits et invisibles à la perception de l'humain. Donc, de tous ces éléments-là, on est comme pris entre deux. Ça me fait penser aussi à un cas des manipulateurs radio. C'est peut-être indirectement lié, mais j'avais une manipulatrice, elle me disait en fait, dans le métier de manipulateur, il y a de façon caricaturale, il y a deux grosses parties de l'activité. Il y a l'activité de soins, cette partie très humaine justement, et l'activité plutôt technique, l'acquisition des images, les manipulations sur le logiciel, etc. Et elle disait, si on a un système qui vient prendre en charge toute cette partie technique, par exemple sur les IRM, et du coup cette partie technique de l'activité est remplacée par une machine, donc il reste l'activité de soins, qui est quand même une grosse partie de son travail. Le problème, c'est que dans les hôpitaux, il y avait déjà des interrogations d'embaucher plutôt des aides-soignants pour faire cette activité de soins et ne plus laisser ça aux manipulateurs. Donc finalement, l'utilisation de ces systèmes, ça interroge donc un ensemble de collectifs de métiers et ça vient questionner non seulement de peur ou de remplacement d'un métier en tant que tel, mais plutôt une sorte de compétition et de remplacement d'un métier par un autre métier. Parce qu'on a découpé un métier avec ces différentes tâches et on délègue par briques. Et ça vient aussi déconstruire un peu tout ce besoin de collectif, en fait, et de créer une compétition entre les différents métiers, comme les manipulateurs et des aides-soignants. Alors, pour le coup, pour rebondir là, et ça me fait aussi penser à ce qui est évoqué autour des secrétaires. En fait, là, en évoquant tout ça, le risque, c'est vraiment cette conscience de la situation, c'est aussi l'explicabilité au patient, puisque le manipulateur radio a été formé et comprend l'examen, et c'est pourquoi il y a différentes étapes à cet examen, donc il va être en capacité de formuler et verbaliser toutes ces procédures auprès du patient, pour le coup, et peut-être moins l'aide-soignante, en tout cas la connaissance sera moins profonde au niveau du sujet. Et ce qui était évoqué justement à propos des secrétaires et des relectures de comptes rendus. Alors, pour le coup, j'ai eu à dicter des comptes rendus aussi. J'ai connu l'époque de la cassette et de la reconnaissance vocale. Je me suis pliée à ce qui était dit, c'est-à-dire, effectivement, il fallait un débit un petit peu particulier, une tonalité un petit peu particulière. J'ai été amenée à changer des mots parce que je savais que certains mots allaient passer plus facilement que d'autres. Et ça m'éviterait de tout avoir à retaper ou à recommencer. Mais l'avantage de cette lecture qu'il y avait avant chez les secrétaires, c'était aussi d'avoir quelque part une petite connaissance du patient et de ce qui arrivait au patient. Et donc, quand le patient arrivait au secrétariat, il y avait quelque part une sorte de partage de l'information qui permettait aussi de mieux le connaître, de mieux le comprendre, et donc de réagir avec une certaine humanité par rapport à ce qui lui arrivait. Le fait que maintenant ce soit essentiellement les médecins, déjà effectivement, ça enlève un filtre par rapport à la qualité de certains comptes rendus et ça limite la récupération potentielle de certaines erreurs inintentionnelles, mais qui auraient pu être faites de par la charge de travail, pour le coup. Mais en plus de ça, on a plus ce partage qui permet un meilleur accompagnement du patient. Et ça, c'est vrai que pour le coup, ça peut être impactant, y compris quand le patient arrive et il peut y avoir une sorte de frontière plus importante. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été exprimé quand vous avez fait vos entretiens, mais c'est vrai que, voilà, mon expérience personnelle face à ce type de situation, je me dis, si effectivement, il n'y a pas cette connaissance au niveau des secrétaires, quel est le lien maintenant entre les secrétaires et le patient ? Et est-ce que quelque part, ça déshumanise pas un petit peu ce lien entre le patient
et l'équipe de soins au sens large, pour le coup. Peut-être juste pour répondre par rapport à ça, effectivement, l'équipe de soins en fait devient beaucoup plus restreint pour le patient. Moi, je n'avais pas investigué, c'est vrai, du point de vue des patients, mais ça aurait pu être très intéressant et c'est une perspective. Aussi du point de vue des cliniciens, qui sont aussi des médecins demandeurs ou des cliniciens, comme ils appellent ça, qui sont partie prenante dans ce parcours de soins, de voir qu'est-ce qui se passe aussi de leur côté, comment s'est vécu cette modification, d'une part du process, la disparition de secrétaires dans tout cela quand même, et aussi la modification des comptes rendus qui ne sont plus les mêmes et qui ne transmettent pas parfois les mêmes types d'informations ou la manière de transmettre l'information a changé. Et pour finir là-dessus, ça rejoint l'exemple des manipulateurs sur l'aspect collectif et le travail collectif, à savoir que les manipulateurs travaillent étroitement avec les radiologues. Et pour les radiologues, les manipulateurs, ils disaient c'est nos IA, c'est notre IA. Le manipulateur, c'est mon premier IA. Parce que les manipulateurs, c'est des gens qui étaient capables ou qui sont capables, avant même que le radiologue regarde les images, de détecter quelque chose et l'alerter dessus. Donc ce travail collectif vient aussi se déconstruire et changer en mettant en place ce type d'outils. Ma lecture de ce que vous dites, c'est le taylorisme qui s'applique, la déconstruction complète et totale d'un travail qui était d'un collectif, compris de l'art à certains points, de l'art comme un artisan, qui devient mécanisé, mais mécanisé à un extrême. Et là, c'est là de dire que le domaine de la santé n'est que de la production. Et ça, moi, j'ai un énorme malaise à dire que la santé, c'est de la production, parce que c'est pas un véhicule qu'on amène au garage puis on va se faire changer. C'est un humain qui a des émotions, qui a un vécu. Puis tu l'as très bien expliqué dans la table ronde qui a précédé. C'est complexe, ça a des ramifications. Et par défaut, dans le cas que tu relatais, tu as été dirigé vers des soins psychiatriques qui n'étaient en rien avec le vrai problème que tu as rencontré. Et je ne sens pas que le taylorisme, comme il est appliqué là, va favoriser la détection d'un problème comme tu as vécu. Et comme ça, je vais te laisser poursuivre. Bah oui, on en parlait, mais cette atomisation, le fait de redécouper un petit morceau de plus en plus petit, parce que plus tu maîtrises, en fait, plus tu découpes, plus tu maîtrises. Mais à ce moment-là, tu perds l'émergence. Et mon propos, c'est l'intelligence collective. C'est quoi ? C'est une équipe qui arrive à produire bien plus que ce qu'elle a comme compétence individuelle, parce qu'elle a une émergence qui dépasse en qualité et en quantité, en qualité, et qui va permettre quelque chose qu'on va perdre. Cette émergence n'est plus possible si tu séquences, si tu mets. Je mets un mais. Il y a quand même des travaux qui existent. Elles sont portées par Anita Woolley, qui est une des pionnières justement en intelligence collective, en tout cas dans l'approche, on va dire, psychométrique de l'intelligence collective. Elle s'est spécialisée aujourd'hui dans l'étude de cette capacité que l'on peut avoir en équipe d'intégrer des IA. C'est-à-dire comment est-ce qu'il y a possibilité de recréer cette manière de fonctionner en intégrant ces compétences. Et on revient au propos de tout à l'heure qui était un apport épistémique, un apport de savoir, et qui n'essaye pas de faire à la place d'eux, mais de venir soutenir, faciliter, aider. Et du coup, on n'est plus dans une posture très de remplacement ou de surplomb, avec une mise en compétition parce que justement son plan. On n'est pas en compétition avec Google. Et ce que je veux dire, c'est qu'on va chercher des choses pour essayer on a besoin d'informations, et c'est ces endroits-là où en fait finalement ça vient en soutien, ça vient faciliter aussi le dialogue. On pourrait avoir des IA qui ont plus le travail de justement faciliter la conversation, on en parlait, le fait de pouvoir se parler entre des mondes différents. C'est-à-dire c'est qu'est-ce qu'on veut favoriser, et on a souvent une pensée du design, de ces outils-là qui est très une fonction.
C'est-à-dire qu'on va penser remplacer une fonction. Bon, ça se justifie aussi par la technologie, la manière, les techniques qu'on a d'IA aujourd'hui permettent certaines choses. Et du coup, elles transforment, parce qu'elles ont leurs propres limitations techniques et technologiques. Elles sont en forme un R carré et elles viennent obliger les systèmes qui sont pas carrés à se mettre au carré. Je simplifie, mais je pense que ça, voilà. Et l'idée aussi, c'est de dire, on va attendre et on va essayer de voir en fait, comment est-ce que ça peut venir jouer plutôt faire le camembert et de garder un truc qui marche un peu plus rond. Vous voyez, ce petit bout là, cette petite part de la tarte, plutôt que d'essayer de mettre un truc au milieu. Enfin, c'est plus arriver, moi, avec ces grosses bottes au milieu pour mettre un truc en se disant, comment on fait la place de ça mais bon, c'est un peu le propos de toute la journée. C'est comment ça vient transformer. Parfois, on imagine que ça va solutionner un truc et puis en fait, on se rend compte que c'est pas le cas. On l'attendait un peu et en fait, non, et ça me met d'autres choses. Et c'est peut-être moi aussi une révolution que ce qu'on l'imaginait ou quelque part, il y a un peu de la déception. On parlait tout à l'heure, je rebondis sur qu'est-ce que vous en pensez de cet hiver éventuellement, tu parlais de l'hiver, on a peut-être un plafond aussi qui s'annonce, on va peut-être à un moment, je ne sais pas, mon intuition c'est que on va plafonner à certains endroits et s'il y a technologiquement, il y a beaucoup d'argent qui est mis dessus sur la capacité du hard à suivre, sur la vitesse en fait. On va probablement continuer à progresser, mais peut-être que la manière dont nous, on pourra fonctionner avec, c'est là où la limite va arriver. C'est-à-dire qu'elle va se limiter dans sa capacité à s'intégrer dans des logiques plutôt de collectif, plutôt que dans de l'atomisation. Et on va avoir ce problème, la voiture autonome, c'est ça, c'est la complexité humaine. C'est pas si facile que ça à adresser quand on est une voiture autonome. On pourrait imaginer leur faire des circuits qui sont extrêmement protégés, qui sont leur monde, et du coup séparer les mondes, mais c'est peut-être pas ça qu'il y a lieu de faire. Enfin bref, mon propos, c'est plutôt éviter de casser les équipes et de rester sur favoriser des émergences d'intelligence qui soient mixtes éventuellement, plutôt que de découper. Mais c'est aussi toute une manière de penser le monde. Je voulais peut-être rebondir là-dessus parce que ça me fait penser d'une part à une de mes conclusions sur la conception conjointe de l'outil et de l'organisation. Parce que souvent c'est pensé effectivement de façon complètement différente ou ce n'est pas pensé du tout. Parce qu'on sait très bien que dans le processus de conception, ce sont les représentations de concepteurs qui priment, qui sont très limitées. En tout cas, ils ont une vision de l'humain qui est quand même pauvre, ou en tout cas de son travail. Et qui va être incarné dans ces outils. Et quand cet outil va se confronter au réel et le choix organisationnel qu'on va lui imposer, donc c'est vraiment un système multidéterminé, c'est là qu'on va se rendre compte qu'il y a des gros décalages. Et c'est là on va se dire, en fait, non, il sert peut-être pas grand-chose ou il répond pas en tout cas aux attentes qui ont été annoncées. Et l'un des exemples très typiques de ça, et qui a été rapporté par un des radiologues, c'était pendant le Covid. Il me parlait de l'exemple de sollicitation de mails qu'il avait reçus pendant le Covid pour les outils qui permettent d'analyser des scanners pour détecter le Covid. Et il me disait, mais en fait, lire les scanners, c'était très facile. Et notre problème, c'était pas du tout ça pendant le Covid. C'était gérer les brancardiers, donc le transport des patients. Donc quelque chose de très simple en soi, une tâche qui n'est pas, on va dire, attirante du point de vue technologique. Donc là, on a bien vu ce décalage énorme entre l'avancée technologique, ce qui attire, ce qui promet, et la réalité du terrain, en tout cas des médecins, qui était complètement différente. Ce que tu dis me fait vraiment, ça fait écho au fait que qu'est-ce qui impulse les avancées technologiques, c'est à la fois ce qu'on sait techniquement et un petit peu des questions économiques. Ça revient moins du terrain, c'est-à-dire que c'est l'émergence de ces projets, d'où ça vient, et c'est là où c'est un système aussi, ça vient pas toujours du bon endroit, c'est-à-dire on peut avoir des processus. J'ai eu un projet qui a favorisé mon envie d'aller dans ma thèse. Alors j'ai pas le droit de tout révéler, donc je fais attention à ce que je dis.
accompagner une communauté de soignants, de praticiens, dans un domaine très spécifique de la santé, qui avaient des données très précises et on était il y a quelques années, c'était juste avant le Covid, puisque je faisais la présentation avec eux le jour de l'annonce du lockdown. Donc je m'en rappelle bien, c'est assez marqué. Je fais cette conférence pour commencer le travail avec eux, pour faire émerger depuis les travaux des praticiens les besoins. Et en fait, ce dont ils avaient absolument besoin déjà, c'est la compréhension de ce qui existe. Pour que ensemble, sur un processus long de plus d'une année, avec l'ensemble des praticiens, à l'échelle de la France, avec des temps de formation, on ait des émergences de besoins et qu'à partir de là, il y ait des équipes de co-conception et des équipes de réflexion éthique qui travaillent en alternance, en itération pour créer en fait un outil d'IA. Et je ne suis pas capable de vous dire ce qui aurait émergé. Les premières idées, c'était plutôt sur de la médecine spécialisée, enfin très précise et individualisée pour limiter les impacts des traitements qui sont souvent des bombes atomiques dans certaines pathologies ou dans certains besoins de santé et qui en fait pourraient être beaucoup moins délétères si on faisait vraiment du cas par cas. Aujourd'hui, on a quelque chose qui est plus de l'ordre du bourrin. Et bon, il y a eu le Covid, le truc ne s'est pas fait, c'est dommage. Mais je trouvais ça vraiment intéressant, ce fait de faire le travail avec eux, parce que l'adoption de l'outil serait probablement meilleure s'il venait répondre à un besoin et qu'en plus il était porté par la communauté médicale. Voilà l'idée. Bon, par contre, ceux qui payaient ça, c'est pas la santé publique. Pour rebondir sur la notion d'expression des besoins, je pense effectivement que les soignants, quand ils sont pris dans leur pratique au quotidien, même si ils vont régulièrement se former, faire de la formation continue, parce que comme on l'a vu et comme on l'a évoqué dans la journée, la médecine continue à évoluer et donc il est important pour un médecin de se mettre à jour régulièrement. Mais c'est vrai qu'il va souvent rester quand même dans son domaine de pratique. Et donc il n'a pas forcément l'étendue et la vision de tout ce qui va exister. Et donc exprimer son besoin, il va pouvoir l'exprimer dans le cadre de son domaine de compétences sans forcément se projeter dans d'autres outils ou d'autres éléments existants dont il n'a pas forcément connaissance à l'instant T. Donc je pense qu'effectivement, ça ne doit pas être simple d'arriver à faire verbaliser tout ça et qu'il y a nécessité de faire des réunions un peu transdisciplinaires, au moins pour sortir du cadre de la pratique du domaine dans lequel il exerce. Après, je pense qu'il y a aussi des écoles et des cultures. C'est-à-dire qu'on peut être dans une pratique très par système ou très par organe, ou on va dire très très pointu, et en même temps, et je pense qu'en Occident on est plutôt comme ça, par système, par organe, mais il y a aussi la vision, on va dire, intégrative de l'ensemble qui est importante. Et ça, malheureusement, on l'a pas tout le temps, et ce qui peut expliquer qu'on ait ce fonctionnement en silo, parfois, où on reste sur des éléments sans avoir cette approche globale de comment pourraient fonctionner les outils entre eux et comment en fait les uns les autres peuvent s'impacter et comment on peut passer à côté de quelque chose qui est plus systémique quelque part. Je pense aussi que c'est une question de communication entre les gens au travail et les groupes surtout. Et je vais retourner à un point, ce que vous avez dit avant, c'est qu'avec l'IA, avec la technologie, on devient de plus en plus des gérants en fait. C'est au lieu de parce que si j'ai réfléchi avec des prompts et on a un peu parlé de ce sujet hier, c'est qu'avec la créativité, quand vous utilisez l'IA générative pour créer l'art, pour créer des images, des vidéos, etc., en fait vous êtes plus dans la fonction de faire de la peinture ou faire de dessin, ou vous êtes plutôt vous dites tout ce que vous voulez et après vous le mettez sur Photoshop, et tu fais quelques changements, etc. Et donc on gère avec les prompts, avec l'IA, on gère plus maintenant une équipe d'IA parce qu'il y a plusieurs qui fait des choses différentes au lieu de faire des choses nous-mêmes et aussi dans les équipes. Je vais me perdre maintenant dans ce point, mais on devient plutôt les gérants au lieu de les créateurs en fait. Je ne sais pas si vous avez... Je veux rebondir là-dessus. Il y a des auteurs qui
qui envisageait cette idée de machine first, donc mobiliser d'abord les machines pour tout faire, entre guillemets, ou voir laisser la prise de décision à la machine et voir l'humain comme un assistant. Donc ça me fait penser à ça. Effectivement, on est peut-être à la fois des superviseurs ou gérants et à la fois des assistants de ces machines qui vont faire les choses à notre place ou qui vont suivre nos instructions. Et encore, je pense que c'est quand même assez limité les instructions qu'on donne parce que pas que nos instructions qui le guident. On peut s'interroger sur notre place par rapport à ça, par rapport aux machines. Quel rôle on veut occuper? Est-ce qu'on veut être des superviseurs ou des assistants de ces machines qui font les choses à notre place ou pas? C'est une question ouverte. C'est un peu l'image des Jetsons pour les plus vieux, où on est dans un espèce de monde hyper mécanisé où l'humain n'est qu'existant dans un monde de machines essentiellement, où dans certaines images, puis j'étais très jeune quand c'était, ça trahit mon âge aussi, on voyait justement toute la mécanisation, la personne n'a pas à se lever ou s'entretenir réellement, les machines l'entretiennent, vont l'habiller, vont la raser, vont la laver. On est vraiment dans un contexte, on est juste des êtres biologiques qui existent, et il y a l'autre pendant à ça qui est Wall-E, qui est plus récent, qui amène un regard un peu plus cru sur ce monde-là dans lequel on est pris en charge, ou dans le fond, puis qui est probablement plus réaliste aussi, c'est qu'on va devenir excessivement fainéant. Et parce que le cerveau humain est fait pour la fainéantise, malheureusement, bien mal en face. Et on fait que ça. Et à l'heure actuelle, puis les compagnies de médias sociaux en sont des très grands coupables. Ils ne font que miser sur la fainéantise, sur la dopamine, sur cette capacité-là de notre fonctionnement. Et puis, je vais ramener pour faire bondir après. Le AI, c'est comme un remplacement de choses qui est toxique à mon sens. Et je voyais plus, puis c'était plus par rapport à hier qu'on en discutait, l'artisan, puis c'est un peu ce coup-ci, ce qui transcende ce que vous dites. Pour moi, c'est comme l'alchimiste qui transforme le plomb en or, parce que la réalité, l'alchimiste ne transforme pas le plomb en or, l'alchimiste se transforme lui-même dans le processus de quête à chercher ça. Donc, le fait de devenir un artisan en pleine maîtrise de son art, et justement de chercher à aller transformer le plomb, donc sa matière brute qui est une existence, en quelque chose qui est de l'art. Donc, cette transformation-là. Et je pense qu'on est sur le point de perdre, ces éléments-là. Alors pour le coup, je vais rebondir parce que je pense qu'avec l'expérience viennent aussi certaines compétences. Enfin, il y a des compétences qu'on en prend en formation initiale, formation continue et qu'on maintient avec l'expertise. Je vais prendre des exemples santé. Par exemple, les calculs de dose pour des médicaments. Si on a des outils d'aide pour ces calculs, alors c'est très bien quand les outils sont là, mais si on n'est plus en capacité de comprendre ces calculs et de faire ces calculs, est-ce qu'on va être en capacité de détecter qu'il y a eu une erreur par la machine? Et pour le coup, quand on sait les conséquences que ça peut avoir de mal calculer certaines doses, on se dit c'est quand même bien de garder au moins un certain esprit critique pour s'assurer qu'effectivement la machine a à peu près fait les choses correctement. Mais aussi, c'est tout bête, quand un hôpital se fait pirater ou quand il n'y a plus d'électricité, il faut aussi être capable de faire soi-même et d'être résilient et de faire ça à l'ancienne. Ça, c'est un exemple, les calculs de dose, mais je pense que c'est aussi pareil pour les détections radio, pour le coup. Et autre Covid, on a vu l'impact des respirateurs. C'est pareil, à différents niveaux en termes d'outils actuellement disponibles de matériels médicaux. Et il faut aussi être adaptatif et être capable de comprendre pourquoi certains matériels médicaux fonctionnent comme ça, pour mieux les paramétrer ou pour revenir à des outils anciens quand il y a des crises épidémiques qui nécessitent d'utiliser tous les outils disponibles, y compris des outils qui sont peut-être un peu moins modernes, pour le coup. Et donc, pour garder cette adaptabilité, cette flexibilité et résilience en cas de crise, pour le coup, il y a une vraie réflexion à avoir autour de ces outils d'aide et d'assistance. Et pour rebondir sur ce point, c'est pour un exemple beaucoup plus simple.
aussi, c'est que je sais que tous les billionnaires, que tous les milliardaires qui fabriquent les outils de l'IA, etc., ils envoient les enfants dans des écoles où ils n'utilisent pas la technologie. Donc, parce que quand on a trop de dépendance sur la technologie, c'est créer des très, très grands problèmes. Et sûrement dans les hôpitaux, parce que ça, c'est vraiment des situations de les gens peuvent mourir. Mais dans les vies quotidiennes aussi. Par exemple, si vous êtes dans une très, très grande ville et vous n'avez plus de batterie, parfois vous sentez perdu comme jamais si vous ne connaissez pas le métro, etc. Et même, peut-être vous êtes dans un autre pays et vous ne parlez pas la langue. Il y a un peu de stress et un peu de qu'est-ce que je vais faire en fait. Donc, je pense que c'est très dangereux si on a beaucoup trop de dépendance sur les outils sans savoir qu'il faut garder la conscience de comment faire les choses à l'ancien. Du coup, pour moi, la vraie question que je me suis posée durant toute la thèse et puis qu'on se pose aussi aujourd'hui, c'est comment on garantit ces capacités critiques. Qu'est-ce qu'on met en place pour accompagner les gens, quel que soit le secteur professionnel ou pas, ou même privé, pour arriver à acquérir, développer, maintenir ces capacités critiques et un esprit critique. Du point de vue des organisations, souvent, c'est pas du tout pensé dans l'accompagnement, où il n'y a pas des temps un peu légitimes ou instaurés pour faire des choses pour des professionnels, pour qu'ils puissent travailler sur ces pratiques, ces capacités critiques, donc à ne pas les perdre pour ceux qui l'ont, et pour les pour les internes radiologues, c'était une vraie question en fait dans leur formation de l'internat, surtout pour les images de radio standard, déjà qu'ils sont très peu accompagnés par les seniors, puisque les seniors, souvent, ils préfèrent lire d'autres types de radios, en tout cas des scanners et les IRM. Donc, ces internes sont quelque part un peu seuls face à des images radio standards qui sont très difficiles pourtant à analyser. Et on voit l'outil de l'IA comme une aide dans ce type de situation. Mais en même temps, dans quelle mesure cet outil est capable de les former ou les aider à développer ses compétences et surtout cet esprit critique? J'ai pas de réponse parce que moi j'ai rien vu de réellement mis en place pour encourager ça. Et c'est pareil dans les écoles avec ChatGPT ou autre, toutes les IA génératives que les élèves utilisent de façon peut-être pas toujours réfléchie. Aujourd'hui, il y a des vrais questionnements des professeurs ou du coup dans les écoles, dans les universités, de qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'équiper en fait les gens de connaissances et de pouvoir d'interroger les outils qu'ils utilisent. C'est un peu le propos des journées précédentes qui était cette nécessité d'instruction. Et on peut avoir une tendance à vouloir renvoyer ça à la personne. C'est-à-dire qu'on peut se dire, tiens, c'est une question de volonté, il faut y aller. On renvoie aussi à les parents pour la gestion des écrans. On renvoie. C'est une question politique. C'est une question politique avant tout. C'est-à-dire que si on doit mettre en place des grandes réformes qui sont de l'ordre de la pédagogie et de la formation, puisqu'en plus la formation de praticiens comme celle-là, ça se décide à un niveau qui est national, voire international à un moment donné, puisque c'est un consensus aussi sur les compétences qui doivent être acquises pour avoir ce genre de reconnaissance. Finalement, c'est comment est-ce que ça remonte? Si ça doit être décidé en haut, c'est rare finalement que ça vienne du haut. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité que des gens décident de faire du bruit médiatique, des lanceurs d'alerte, pour simplifier, en disant attention. Et ce qui se passe, on en parlait aussi hier, la question du droit. Le droit, il ne peut pas statuer sur des choses qui ne sont pas arrivées. Ça ne se met en place que si on s'est pris un mur, qu'il y a eu une catastrophe, qu'on a eu un exemple où ça n'a pas marché. Et c'est toute la différence aussi avec l'éthique. L'éthique, elle est là pour anticiper tout ce qui pourrait mal se passer et essayer de l'éviter du mieux qu'elle peut.
avec les limites qui sont la nôtre, qui sont celles de notre imagination morale, on en parlait aussi, et technique. Et à un moment donné, en fait, on est toujours dans ce décalage qui va faire qu'on va s'en rendre compte peut-être un peu tard et que donc il y a une espèce de truc qui se situe entre le collectif et qui du coup est vraiment une question politique, à la fois le politique dans son grand sens et la politique, celle des politiciens, où il y a un truc à faire, il faut rentrer dans des réseaux de gens qui militent, qui font que tu remontes et que tu as une action politique collective qui remonte les choses sur ces questions de l'IA. Il y a des gens, il y a plein de gens qui travaillent là-dessus à remonter. Il y a des actions, j'en parle parce que j'en fais partie, j'ai créé des événements publics pour que les gens se saisissent des enjeux de l'IA depuis des années, pour essayer d'aller voir des élèves, de voir des designers, de voir aussi des médecins du coup, et de faire en sorte juste rendez-vous compte de ce qui arrive, prenez conscience de ce qui est là, et avec un peu de chance, parfois ça se diffuse et il y a une montée en compétences quand même globale où les gens comprennent à peu près maintenant de quoi on parle, ça s'améliore quand même. Donc c'est difficile d'amener une réponse simple là-dessus, si ce n'est il faut aller d'en haut et d'en bas, mais je ramènerai ça aussi à la question de la volonté individuelle et collective. C'est-à-dire, quelle volonté, et du coup, derrière, je vais même aller jusqu'à la notion du courage. Quel courage on peut avoir, nous, de résistance, parce que finalement, tu le disais, c'est de la dépendance, mais du coup, pour sortir d'une dépendance, il faut beaucoup de courage. Et c'est un peu la même chose à l'échelle collective. Donc, voilà, je dis comment est-ce qu'on fait pour être courageux ? Eh bien, je crois que, je ne sais pas comment vous avez appris à être courageux quand vous êtes petit. Je veux bien vos... Qu'est-ce qui peut vous aider, vous, à être courageux ? Je pense que mon père, il a toujours dit juste fais-le et ça va aller. Et après, vous allez se sentir beaucoup mieux après. Bon, c'est pas toujours évident, mais je sais pas, la question de comment être plus courageux, je pense que il faut qu'on fait confiance en nous-mêmes, surtout quand on est beaucoup plus dépendant, parce que je trouve aussi avec l'IA, on commence à perdre la confiance en nous-mêmes sur certaines choses qu'on a fait très très facilement avant. C'est pareil avec une calculatrice, par exemple. Avant, vous avez fait beaucoup de calculations dans vos têtes, et maintenant, même si vous faites, je sais pas, 11 plus 12, pour être sûr, parfois, vous mettez dans le calculateur. Et donc, je pense qu'il faut vraiment ne pas oublier que on reste quand même humain. Et il faut qu'on garde l'humanité au centre de ces avancées technologiques. J'aurais tendance à dire que c'est aussi quel avenir on veut projeter, pour le coup, quelle valeur on veut défendre, et derrière, quelle prise de conscience on a de la situation. Et je pense que c'est un vrai triptyque. A-t-on conscience comment veut-on que le collectif progresse et quel est l'avenir qu'on aimerait pour nous et pour les générations à venir. Et pour le coup, je pense que si on s'aperçoit qu'en fait, on dévie vers un avenir qui ne serait pas celui qu'on idéalise, si on voit que nos valeurs commencent à être bafouées, et si on voit que, quelque part, on n'avance pas forcément dans le sens où on souhaiterait aller, je pense que ça peut donner le courage de vouloir défendre ce vers quoi, justement, on voudrait tendre. Est-ce que tu me fais penser à ce qu'on appelle la bataille des imaginaires. Donc là, je renvoie à la SF, mais pas que. Pour pouvoir se projeter quelque part, il faut pouvoir imaginer positivement. Il faut être capable de garder une vision constructive, positive, finalement un cap en disant « ouais, par là, ça va être bien ». Donc, Étienne Klein parlait bien de cette question de le progrès, c'était mieux avant. Le futur, c'était mieux avant. Aujourd'hui, on a à vivre c'est avec des produits. Ouais, alors j'avoue que je suis un petit peu solarpunk et steampunk. J'avoue, totalement. Être sous influence du solarpunk. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une version de la SF qui est plutôt connectée avec le soleil, avec quelque chose de plutôt joli. On peut s'en sortir. Et j'avoue que ça influence beaucoup ma pratique et ce que je monte comme projet. Mais justement, si on s'habitue aussi à des imaginaires qui font qu'on est avec de l'IA et que ça va être galère et que machin, bref, on a aussi une habituation à se dire de toute façon, on y va, c'est inéluctable, donc je me prépare à l'option que ce soit comme ça. Nourrissez-vous d'autres imaginaires.
nourrissez-vous d'imaginaire qui aussi donne des solutions, imagine collectivement, nourrissons-nous, je m'inclus dedans, de choses qui se disent, ok, il y a quand même des choses à tenter. Et donc, nourrissons-nous aussi de culture de la lutte pour avoir du courage. C'est-à-dire, nourrissons-nous de récits imaginaires, même réels, historiques, parce que dans l'histoire, il y a quand même beaucoup de choses aussi, sur comment est-ce qu'on a vaincu ce genre de zone, comment est-ce qu'on a gagné en droit, comment est-ce qu'on a gagné en émancipation, puisque finalement, l'IA pose la question, si on est en panique face à l'IA, c'est est-ce qu'elle va toucher à ma liberté, à mon émancipation, à ma capacité de faire, d'agir, est-ce qu'elle va me limiter dans mon expérience du monde? Donc voilà, il y a vraiment, c'est quelque chose de nourrissons-nous, quoi, dans le bon sens du terme. L'inconnu fait peur, généralement. Donc, pour des gens pour qui l'IA est inconnue, en tout cas qui est nourrie par les imaginaires plutôt pessimistes, qui ont été beaucoup mis en avant quand même, effectivement, ça fait peur. Donc, quand ça fait peur, on a peur de se lancer. Si on ne se lance pas, on peut pas aller plus loin. On n'a pas ce courage-là. Pour avoir du courage, donc il faut dépasser cette peur et il faut se lancer pour aller plus loin. Mais je sais pas vraiment comment il faut donner ce courage, notamment par exemple aux enfants. Enfin, aux enfants, mais peut-être aux élèves. Plutôt que de chercher à simplement l'utiliser, plutôt d'aller sur le côté de compréhension de ce qui se passe derrière ces outils. Et c'est peut-être là, effectivement, tout le rôle de politique, des enseignants et toute la part du collectif, d'impulser un peu tout cela et d'amener les gens à sortir de cet inconnu et redonner aussi confiance en leur propre capacité, parce que tu parlais de confiance en soi, donc je trouve que c'est très vrai. Le fait qu'on nourrit aussi les imaginaires peut-être par cette idée que les machines sont meilleures que nous, et toutes ces études sur la performance, ça vient quand même renforcer cette idée de peur, de compétition aussi, et du coup de contribuer à faire perdre la confiance en nos propres capacités, notamment peut-être pour les professionnels qui vont être amenés à remettre en question leurs compétences et de se sentir menacés dans ce sens-là. Je pense que ça va rejoindre ce que vous avez tous et toutes un petit peu dit. Pour moi, il y a deux grandes choses. Il y a déjà forcément la confiance en soi, qui peut être travaillée, j'imagine, mais aussi la connaissance. Et donc, c'est un peu ce que vous disiez sur plus on connaît en fait le dispositif ou l'IA, etc., plus on comprend son fonctionnement, plus ça va aussi alimenter notre confiance en nous, parce qu'on se rend compte de ses limites. Et pour rebondir aussi sur ce que vous aviez dit au début, plus tôt dans l'intervention, tout ce qui est des failles du collectif et comment est-ce qu'on l'implémente dans un collectif, ça nous fait nous rappeler aussi de ce qui fait de nous des humains et des capacités qu'on a et qui sont peut-être pas encore proposées, en tout cas par l'IA. Donc je pense que il y a ces deux choses-là. Il y a pour moi de la connaissance qui est une puissance tellement énorme. Et en fait, mais peut-être que je suis psychorigide et que je me dis, en fait, pour avoir le courage, il faut retrouver de la maîtrise vers quelque chose qu'on maîtrise pas ou qu'on connaît pas. Je sais pas. Mais et avant ça, peut-être avoir juste un petit peu de confiance en soi pour se lancer, et puis après. Oui, je pense que c'est très très bien ça, parce que on a commencé cette discussion en parlant de l'IA, de la technologie, et maintenant on parle de courage, confiance en soi, l'humanité, et c'est ça qui est essentiel, c'est que on est tous là, parce que je pense aussi tout le monde on sous-estime nous-mêmes, et aussi on sous-estime la capacité de l'humanité face à l'IA. Et pour parler un peu de projet, ça c'est pourquoi on a créé ce projet. C'est pas des séminaires de recherche sur la technologie, c'est sur
le human-machine collaboration. C'est comment les humains sont liés à la machine et comment en vivre avec les machines et la technologie. Donc, je pense qu'on a bien résumé toutes ces idées. Ouais. Je vais rebondir directement là-dessus. Pourquoi on a fait Umaco et cette notion de collaboration? Un truc qui donne du courage, en fait, c'est les autres. C'est le socle social dans lequel vous vous inscrivez. C'est l'ensemble des relations qui vont vous renforcer. C'est-à-dire qu'on a plus facile à être courageux quand on est courageux pour. Et on observe que les processus de collaboration, de coopération, sont beaucoup plus forts quand il y a de la contrainte. En fait, c'est pas le monde va être joli, on va tous coopérer. Non, en fait, la coopération, elle vient avec la galère. Donc, en fait, c'est une réponse naturelle des animaux sociaux dont nous faisons partie, et nous, on est vraiment hyper sociaux. Et du coup, c'est créer du lien. On va construire du courage en créant des liens, des réseaux de résilience, parce qu'on va transférer justement cette réflexion, le fait, on crée du lien. C'est-à-dire que Umaco, c'était mettre au même endroit des pensées différentes, des gens qui parlent un peu différemment, qui vont pas avoir les mêmes cadres épistémologiques, qui vont pas avoir, et pourtant, on est capable depuis 3 jours d'avoir des conversations qui sont quand même vraiment intéressantes. Personnellement, je me suis régalée à écouter tout ce qui s'est dit. Et c'est en fait comme ça. Et on se demandait, mais est-ce que réellement ce qu'on vient de faire, ça sert à quelque chose ? Et ben oui, en fait, c'est peut-être pas la grande goutte d'eau, mais dans le processus d'évolution de la pensée et du faire et de la société, c'est parce qu'on a des créations de diffusion du savoir et de la réflexion. Il y a le savoir, il y a la connaissance, et puis il y a la pensée. C'est un petit peu, tu vois, c'est le fait de réfléchir, le fait de juste activer son cerveau en disant, tiens, je pourrais peut-être m'interroger sur des trucs, attirer l'attention sur... Et donc pour les enfants, pour répondre à cette question, là je vais répondre en tant que maman, puisque je me pose les questions, mon petit bonhomme a 3 ans. Je me dis, ok, je vais faire une sélection très précise des éléments. Je ne vais pas l'empêcher d'aller sur de la technologie. J'ai réussi à éviter l'écran les premières années. Check. C'est faire une sélection très précise des contenus imaginaires au début, juste pour voir comment ça fait. Et ensuite, d'essayer de développer comme je peux l'esprit critique. Après, le monde est le monde. Et finalement, ce qui va aussi donner de la force, j'imagine, à mon fils, c'est que il va devoir surmonter des galères. Et donc, c'est aussi quelque chose de ça qui fait que le rôle de parent est aussi compliqué, c'est que tu peux pas les protéger et on peut pas protéger le monde de ce qu'il fabrique lui-même non plus. Il doit aussi trouver ses sources de résilience. Et normalement, naturellement, nous, on est des coopérateurs. Donc, voilà. Si vous cherchez, allez vous rendre voir des gens qui ont envie de faire la même chose que vous et qui vont parfois juste faire des réunions publiques 1 fois par mois pour expliquer l'IA. Enfin, je presse pour ma paroisse, là. Sur ces paroles d'espoir, puis ça termine bien, dans le fond, là, ce qu'on a fait, puis ça termine bien l'événement aussi. On va conclure. Je vous remercie énormément, mes panélistes. Je vous remercie l'événement. Il y a d'ailleurs plusieurs de ceux qui ont organisé l'événement. C'est une chance d'avoir réussi à rassembler, justement, comme je mentionné, tout ce monde différent, tous ces silos qui ont pu en partie tomber pendant ces 3 jours. J'espère que ça va continuer parce que c'est à travers cette collaboration-là qu'on va aller plus loin et dont le CO de Umaco. Merci énormément. Et merci à toi aussi pour ce podcast. Merci.
we gonna